Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 3 de Petites Obsessions, le podcast où on joint le futile à l'agréable. Déjà l'épisode 3, mon nom est Hélène et aujourd'hui je suis accompagnée de mon fabuleux co-animateur William. Wow, fabuleux, j'aime vraiment ça. Ben, il faut se lancer des fleurs, il y a personne qui le fera sinon. Ouais, ben c'est sûr. Donc, bonjour à tous et ma merveilleuse Hélène. Ah, arrête-moi ça. Aujourd'hui, je pense que tu as quelque chose de vraiment intéressant pour nous. Oui, en fait, j'ai envie de vous faire rentrer dans l'univers de la poste et plus précisément celui des facteurs parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis c'est quand même un service essentiel depuis la pandémie, même avant. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Ben, hâte d'entendre ça. Oui, mais avant, j'aimerais t'entendre sur ton sujet. Je pense que t'as quelque chose d'encore plus what the fuck à nous parler. Ouais, effectivement, on pourrait dire ça comme ça. Dans le fond, cette semaine, je suis tombé sur quelque chose qui m'a vraiment accroché à la lecture de 2 mots. Donc, déjà, assez rapidement. Tu sais de quoi je parle parce que tu m'as entendu crier « J'ai un sujet pour le podcast! » Oui, c'est vrai. Puis ça, c'est même avant que j'aie lu quoi que ce soit sur le sujet, à part le nom, c'est-à-dire les pigeons photographes. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ben, on va le découvrir ensemble aujourd'hui, parce que j'ai vu ces 2 mots-là dans la section commentaire d'un post quelconque sur Reddit. Là. Évidemment. Ouais, j'oublie le sujet initial. Pour ceux qui le savent pas, William a quand même une dépendance à Reddit, là, il faut se le dire. Un petit peu. Fait que j'ai directement pris la direction, la page Wikipédia des pigeons photographes. En arrivant sur la page, première chose que je vois, une photo en noir et blanc d'un pigeon avec un appareil photo vintage attaché sur sa poitrine avec un harnais, avec comme description « Pigeon espion allemand muni d'une caméra ». Ok, non, mais c'est sûr que c'est comme du Photoshop là, pour troller les gens. Non, je te jure. C'était tellement absurde comme photo que j'ai fait « Bon, ok, j'ai une petite obsession qui vient d'apparaître dans ma tête, puis il fallait à ce moment-là que j'en apprenne plus. » Avec raison. Donc, sans plus tarder, Hélène, je t'amène dans le merveilleux monde des pigeons photographes. J'embarque avec plaisir. Donc, premièrement, on va se le dire, tes chances de trouver un pigeon avec une GoPro sur le chest dans les rues de Montréal sont assez minces. Hein? J'en ai effectivement jamais vu et ça fait 25 ans que j'habite à Montréal. C'est ça, ben pas question aussi de pigeons touristes qui veulent photographier le stade ou des pigeons commandités par Red Bull qui trippent sur le base jump. C'est plutôt l'ancêtre des drones dans les années 30. En tout cas, c'était pas mal l'objectif. Parce que tu comprends que je vais pas te révéler non plus que les pigeons, mais c'est pas eux qui ont découvert la photographie et que c'est nous qui avons repris leur technologie. Hein. C'est des humains qui ont attaché des caméras sur des pigeons et plus précisément, ben, des pigeons voyageurs. Ok, donc ça existe vraiment, là, les pigeons voyageurs. C'est pas juste un mythe. Ben oui, ça existe, franchement. Ben je sais pas, là. Je me dis, un pigeon, il est-tu assez intelligent pour lui dire, comme, tu te rends à New York, puis il s'en va à New York? Ben, c'est exactement ça que je me suis posé comme question parce que j'ai arrêté tout de suite ma lecture sur les pigeons photographes quand que j'ai revu le mot pigeon voyageur parce que là, je me disais, comment ça fonctionne, un pigeon voyageur? On est comme tous conscients que ça allait exister, mais comment qu'ils savaient où aller? Ouais. Tu sais, on sait que ça fonctionne, qu'ils ont un message attaché à leur patte, qu'on envoyait le message, mais tu sais, on leur chuchotait-tu à l'oreille la destination puis ils nous écoutaient? Ou est-ce qu'avant d'avoir des caméras, il y avait Google Maps? Tu sais, fallait que je creuse cette question-là avant d'aller dans le pigeon photographe. Donc, on va aller parler des pigeons voyageurs. Et premièrement, à ce niveau-là, Hélène, j'aimerais te tester. Ok. Selon toi, à quelle époque remonte la première utilisation des pigeons voyageurs? J'ai-tu le droit d'appeler un ami? Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, parfait. À quelle année? Là, tu m'as parlé des années 30 avec les pigeons photographes, fait que les pigeons voyageurs, ça doit être avant, là. Définitivement. Mais ça doit être après l'an 3000 avant Jésus-Christ, qui est l'invention de l'écriture. Donc, je dirais, on va couper la poire en deux. Ben, pas exactement, là, mais mettons vers l'an 1500, genre au Moyen-Âge. C'était avant ça, t'étais bien parti, ouais? en fait. On a retrouvé des tablettes mésopotamiennes et certains hiéroglyphes égyptiens qui suggèrent qu'on aurait domestiqué les pigeons 3000 ans avant Jésus-Christ. Ben, Donc, voyons donc! ouais, Ok. il aurait été peut-être même domestiqué jusqu'à 10 000 ans avant, mais il y a peu d'informations à ce sujet-là. On s'entend étant donné qu'on n'a pas de traces écrites. Ouais, puis aussi que l'écriture n'était pas inventée, là, fait Ben, que c'est ça, il c'est ça, s'envoyait quoi? Il n'y a pas de traces écrites. Ben, en fait, c'est plus, il était domestiqué pour être mangé à ce moment-là. Ah, ok. Donc, c'était avant qu'on ait bout de champs et de culture. C'est une bonne source Mais rapide. domestiqué dans le style ferme, là, pas dans le style
genre je domestique mon chien Oui, puis oui, je le dans le mange style- après. Dans le style ferme, Ok, effectivement. parfait. Donc, c'est ça. On a les traces de la domestication à 3000 ans avant Jésus-Christ. On sait pas exactement quand ils ont commencé à servir de messagers, mais c'est dans ces eaux-là parce qu'on sait, entre autres, que les Égyptiens utilisaient les pigeons pour annoncer certains nouveaux pharaons. Ils ont ensuite été utilisés par différentes personnes à travers l'histoire, donc autant par des marchands phéniciens qui partaient en bateau sur la Méditerranée pour envoyer de l'information sur un voyage d'affaires. Ensuite, les Grecs les utilisaient pour annoncer des victoires sur le champ de bataille ou annoncer les vainqueurs des Jeux olympiques. Tu sais, chacun ses victoires. Les pigeons ont ensuite été utilisés comme système de communication par tous les gentils jeunes hommes de l'histoire. Hein? Jules César, Hannibal, Genghis Khan, etc. Ah oui, là, les plus gentils, dans le fond, nos modèles, en fait. Là. Exactement. C'est à quoi on devrait aspirer à être. Nos bons vieux guerriers. Faut se dire qu'à l'époque, c'était pas mal le meilleur moyen de communication et le plus subtil. C'est pas mal moins bruyant que la communication par tambour des cultures précoloniales ou moins visible que les feux d'alarme du Gondor utilisés pour avertir le roi. Bon, ça, c'est une référence au Seigneur des Anneaux. Hélène, je sais qu'elle était pas pour toi, mais elle me faisait plaisir. J'allais te poser beaucoup de questions par rapport à ça. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on élève ça, un pigeon voyageur? T'sais, premièrement, en fait, c'est pas n'importe quel pigeon qui est utilisé comme messager volant. OK. Le pigeon voyageur, il appartient à l'espèce des pigeons bisets ou Columba livia dans la famille des colombidés, qui est en passant la même famille que les colombes. Donc, sont oui, très mais proches. c'est ça. Là. Tantôt, tu disais qu'on les utilisait pour annoncer des pharaons, si je me trompe pas. Puis moi, je voyais vraiment comme si c'était des colombes à un mariage qu'on laisse envoler ou quelque chose. Oui, les colombes, dans les mariages, sont en fait des pigeons blancs. Ah, OK. Fait que tous ces gens qui en ont pris, ils vivent dans un mensonge. Oui, mais basé sur un mensonge, Ben... c'est des grands mots. Donc, c'est les Columba livia, dans la famille des colombidés, qui étaient utilisés. Donc, ces pigeons, ils étaient logés dans ce qu'on appelle aujourd'hui des pigeonniers. Mais à l'époque, c'était appelé des colombiers, ou en latin, columbarium. Parce que oui, l'endroit où on logeait les pigeons a exactement le même nom où ce qu'on met aujourd'hui les urnes funéraires mais même, en 2021. Là, tu dis ce qu'on appelle aujourd'hui des pigeonniers. Puis quand on porte du courrier, mettons... Aussi un pigeonnier. Exactement. Dans un bureau, par exemple, on distribue, on dit « Ah, ton courrier, il est dans ton pigeonnier. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant pour vrai de savoir ça. J'avais jamais fait le lien. Puis en fait, la raison, dans les deux cas, autant pour le pigeonnier que le columbarium, en fait, c'est que si on regarde là, les pigeonniers dans l'histoire, ou les colombiers, c'est que même s'ils étaient faits un peu tous de façon différente selon la région, il y avait plus ou moins le même concept, soit dans le fond un long mur avec plusieurs trous qu'on appelait des boulins qui servent de nid aux pigeons. Chaque boulin peut accueillir un couple de pigeons, puis ils peuvent être à même le mur en pierre, en brique ou en poterie couchés dans ces cases. Donc c'est un mur avec des carrés ou des rectangles, donc vraiment à la grandeur, ce qui ressemble drôlement à ce que a l'air un columbarium aujourd'hui. Un mur avec des trous où qu'on a plusieurs urnes, et même chose pour le courrier. Le pigeonnier, c'est un mur avec plusieurs trous, donc d'où l'origine de ces mots-là. Oui, puis ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les appartements cercueils à Hong Kong, là. Tu sais, ces cases, justement, qui sont grosses de, je pense, 2 mètres par 1 mètre, quelque chose comme ça, là, puis qui servent d'appartement, parce que la crise immobilière, c'est pas juste au Canada, hein, c'est aussi partout dans le monde. Donc, c'est drôle de dire, justement, c'est des appartements cercueils, on appelle les pigeonniers aussi, les columbariums. Je veux dire, tout est dans tout, là, vraiment. On peut trouver des liens partout. Mais pourquoi je fais un emphase sur les pigeonniers depuis tout à l'heure? En fait, c'est qu'un pigeon voyageur, ça sait pas faire grand-chose. Ça sait faire une seule chose, c'est retourner à son pigeonnier. OK. Donc, si tu veux envoyer un message à quelqu'un, faut que tu gardes un pigeon qui y appartient ou qui habite proche de où habite cette personne-là. Fait que la prochaine fois que tu vas visiter tes parents, il faut que tu amènes une batch de tes pigeons, puis que tu partes avec 3-4 des leurs pour être capable de t'envoyer des messages entre tes deux visites. Mais c'est de l'échangisme de volailles, ça? Exactement. Donc, quand les gens se déplaçaient, ils amenaient des pigeons dans des cages ou un serviteur le faisait pour eux quand on était dans la haute royauté. Mais là, attention, parce que là, tu repars avec les pigeons de tes parents, mais ça a une cervelle d'oiseau, hein, un pigeon, effectivement. Ça le dit. Fait qu'il faut pas les garder trop longtemps parce qu'ils pourraient considérer ton pigeonnier comme étant le leur et ne pas retourner à l'autre. Donc, c'est une petite balance là, à avoir avec nos amis les pigeons. Cervelle d'oiseau ou juste ils pensent à leur propre trop confort, paresseux, manger, etc. Exactement. Mais dans tous les cas, ils sont opportunistes en fait. C'est peut-être ça aussi. Peut-être. Je veux dire, tu les loges gratuitement. Là. Ils sont chanceux. Ouais. Mais par contre, justement, si tu communiques toujours avec les mêmes personnes, c'est aussi possible d'entraîner ton pigeon à faire des allers-retours entre deux pigeonniers. OK. Dans le fond, en les nourrissant périodiquement entre les deux endroits. Fait que s'il n'y a pas de nourriture où ils sont, ils vont aller voir à l'autre pigeonnier s'il y en a. Donc comme ça, ils peuvent se souvenir de deux pigeonniers.
Mais si t'es quelqu'un qui envoie des messages un peu partout, ça devient un peu compliqué dans la gestion de pigeons. T'espères ne pas être dans un triangle amoureux parce que là, la troisième personne, elle va être très négligée. Ben, faut que tu peintures un de tes pigeons pour te souvenir lequel envoyer à quelque place. Selon la grande source WikiHow, si tu veux entraîner ton pigeon, faut que tu fasses quand même des sessions d'entraînement avec eux à chaque jour. Donc, c'est sûr qu'il y avait ça sur WikiHow. Voyons, il y a tout. Ben pour les gens qui font toujours aujourd'hui l'entraînement des pigeons. Donc, faut que tu commences par exemple à essayer de les faire revenir à une distance d'1 kilomètre pendant une semaine. Après ça, on augmente à 5 km, etc. Donc, faut vraiment que tu y ailles petit peu par petit peu. Comme ça, ils se familiarisent avec leur environnement, ils se développent des repères visuels. Ouais. Ils se repèrent entre autres par les routes, les rivières, puis ils feront de plus en plus le même trajet ou plus efficace à chaque voyage parce qu'ils vont justement mieux connaître leur environnement. Mais l'affaire, là, c'est que les pigeons voyageurs sont capables de trouver leur chemin même si tu les amènes à un endroit qu'ils n'ont jamais visité, puis peuvent voyager jusqu'à 1000 km de distance. Comme un entraînement de marathon, tu commences petit peu par petit peu. Oui, mais de 5 à 1000, il y a une grosse marge. Oui. Comment ils font pour trouver leur chemin, les fameux pigeons? Ben, ils seraient capables de s'orienter avec un système semblable à une carte et boussole. Okay. Comme la plupart des oiseaux, ben, les pigeons ils ont une boussole interne qui leur permettrait de s'orienter par la position du soleil le jour et par les étoiles la nuit. Quand le soleil est couvert, ils s'aligneraient un peu avec le champ magnétique terrestre. Donc, ils ont vraiment comme une boussole un peu interne. C'est comme ça que les oiseaux migrateurs fonctionnent, entre autres. Pour la partie carte, par contre, parce que là, c'est le carte et boussole, donc pour la carte, les opinions sont un peu plus diverses. Parce que certains croient que les pigeons voyageurs seraient capables de détecter justement l'intensité du champ magnétique des endroits, donc si c'est plus fort, plus faible, et pourrait se faire une carte mentale de la Terre avec les champs magnétiques. Mais il y a une autre théorie qui serait probablement plus plausible, mais encore là, il y a des débats à ce sujet-là, c'est que les pigeons auraient une mémoire olfactive. Ils peuvent donc utiliser leur odorat pour s'orienter. Donc ils seraient capables de dresser des cartes d'odeur puis s'orienter selon la direction d'où provient l'odeur. Donc il y a un vent du nord-est qui sent le champ de pissenlit, mais ils savent qu'il y a un champ de pissenlit près de leur Ils peuvent facilement se rendre à Trois-Rivières, là. Ah oui, ça c'est sûr. Ça reste toujours un peu mystérieux, mais quand même fascinant. Effectivement. Ceci nous ramène désormais un peu à la page Wikipédia originale, les pigeons photographes. Oui, c'est vrai, on était parti de là. On est parti de là. Notre histoire commence en 1903 avec un apothicaire allemand, Julius Nebronner. Je sais pas si je prononce son nom comme il faut, mais je vais le massacrer une couple de fois si c'est le cas dans les prochaines minutes. Mais apothicaire, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quelqu'un qui fait des petits médicaments. Ah, c'est ça, c'est l'ancêtre des pharmaciens. Exact. Puis lui, il recevait des ordonnances d'urgence d'un sanatorium par pigeon voyageur et il renvoyait ensuite, toujours par pigeon, jusqu'à 75 grammes de médicaments. Fait que comme ça, il n'y avait pas besoin de se déplacer à toutes les fois que quelqu'un avait besoin de quelque chose. Il pouvait envoyer une petite dose, puis après ça, aller se déplacer quelques jours plus tard. Donc les pigeons, ben c'était ses dealers, là. Lui, il était un peu le pusher de drogue. On pourrait dire ça comme ça. Par contre, un jour, il a envoyé un petit pigeon. Puis son pigeon s'est perdu dans le brouillard, puis il est arrivé seulement 4 semaines plus tard. Donc, disons que le message d'urgence, c'est un peu plus compliqué. Fait que c'était pas mal du gros brouillard aussi, 4 semaines. Fait que c'est là que Nebronner il a eu une idée, puis il s'est dit, si j'équipais mes pigeons de caméra automatiques, dans le fond d'appareils photo, pour voir où est-ce qu'ils passent, puis tracer leur trajet, je pourrais savoir ce qui se passe avec eux quand ils volent, puis essayer d'éviter qu'il y ait d'autres erreurs comme ça qui arrivent dans le futur. Mais là, on s'entend que la caméra était pas connectée à son iPhone, là, fait qu'il pouvait pas le voir en temps réel, c'est ça? Non, mais par la suite, au moins, c'est de comprendre. Ouais, je comprends. Donc, Nebronner, il a développé une caméra légère qui pouvait fixer à la poitrine d'un pigeon avec un harnais et une petite cuirasse d'aluminium. L'entraînement n'était pas facile. Les pigeons tripaient pas sur la charge supplémentaire, tu sais, c'était lourd. Oh, c'est juste une petite GoPro, là, on va se calmer. Pas tous les animaux qui sont habitués. Donc, il a quand même réussi à les entraîner à ce qu'ils puissent voyager jusqu'à une distance de 100 km. C'est pas le 1000, mais quand même. C'est quand même notable. Puis là, les oiseaux, voulant quand même se débarrasser de la caméra au plus vite, mais ils prenaient donc la route la plus directe vers leur pigeonnier et volaient généralement à une altitude entre 50 et 100 mètres de haut. Comme ça, Nebronner pouvait prédire un peu par où il passerait, étant donné qu'ils avaient le chemin le plus direct, et ajuster le mécanisme pneumatique qui contrôlait le déclencheur de l'appareil photo pour prédire, dire, ben, à ce moment-là, il devrait être au-dessus de telle ville, il va y avoir une photo qui va être prise. Il a déposé son brevet en 1907, puis il l'a reçu un an plus tard, après quelques débats où les gens ne croyaient pas que c'était possible. Une autre des motivations de Nebronner, ben, c'était de contribuer à l'effort de guerre. Parce que les pigeons étaient déjà grandement utilisés de ce côté-là pendant des années, en fait, depuis le temps des Grecs, mais toujours aujourd'hui en 1900. Ben oui, puis il fallait qu'ils fassent comme ces bons modèles Jules César puis Genghis Khan ben oui, de participer à la guerre. Lui aussi, il voulait être une bonne personne.
C'est ça. Il se disait, comme ça, on pourrait prendre des photos plus subtiles pendant la guerre qu'avec un ballon ou un cerf-volant qui était déjà utilisé dans ces années-là. Et c'est à plus basse altitude qu'en avion, parce qu'on se rappelle 1903 qui ont commencé à avoir les avions, donc c'est un peu plus subtil, un pigeon qui vole. À peine. Le défi, par contre, qu'il y avait, c'était que les armées, ça se déplace. Hein? Donc, la personne qui va recevoir le message ne sera pas nécessairement au même endroit. Donc, il fallait qu'il élève des pigeons jeunes dans un colombier mobile. Donc, il a développé un colombier sur roue et avec en prime une petite cabane de plus qui était une chambre noire mobile rattachée. Donc, il y avait un 2 pour 1. Qui pouvait développer les photos de territoire ennemi. On sait qu'ensuite, il a négocié avec l'armée prussienne pendant 10 ans pour essayer de leur vendre là, son produit. J'espère qu'il n'attendait pas une commission parce que 10 ans pour la recevoir, c'est quand même très long. Là. Justement, c'est qu'en 1914, la négociation a arrêté parce que la guerre a commencé, il a dû remettre tous ses pigeons directement à l'armée. Donc, je sais pas s'il a fait un gros profit, je pense pas. Ça a été plus donnons pour l'effort de guerre. Par contre, ça a été testé ça a été utilisé, mais à la fin de la guerre, le ministère a dit qu'il n'y avait pas vraiment de valeur militaire aux pigeons photographes puis qu'il pouvait arrêter ses expériences. Par contre, ça ne l'a pas découragé, le Brunner. Lui, il a continué à travailler sur ses pigeons photographes jusqu'à sa mort en 1932. En 1930, il avait réussi à développer un appareil photo qui pouvait prendre 200 photos par vol de pigeon quand même, donc ça pouvait donner beaucoup d'informations. Ouais, c'est presque autant qu'un voyage d'une fin de semaine à New York. Exact, sauf que là, c'est un vol de pigeon. Oui. On ne sait pas par contre à quel point ça a servi, le fait de faire 200 photos, parce que les pigeons voyageurs et les colombiers mobiles, ils ont continué à être énormément utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les pigeons voyageurs, ils ont été utilisés comme messagers, et il y en a même des pigeons qui ont reçu des médailles. Ah ouais! C'est un élément sur lequel je veux définitivement me repencher dans un prochain épisode, parler des animaux héros de guerre, parce qu'il n'y a pas juste des pigeons. Intéressant, on prend note pour un prochain épisode, puis vous nous direz aussi si ça vous intéresse, chers auditeurs. C'est sûr. On retrouve quand même des traces de nos petits photographes là, entre 1940 et 1945, donc dans la Deuxième Guerre. Il y avait des rumeurs comme quoi que c'était utilisé par les Allemands et les Japonais, et l'armée française a aussi déclaré qu'ils possédaient des caméras adaptées pour les pigeons, puis qu'ils auraient développé une méthode pour faire décoller des pigeons derrière les lignes ennemies grâce à des chiens dressés. Ah, les maudits français. Je ne sais pas si c'était vraiment une méthode qui a fonctionné ou c'était juste une tactique pour faire peur à l'ennemi. J'ai pas retrouvé d'autres informations à ce niveau-là, puis il n'y a aucune trace du succès des pigeons photographes là, dans l'effort de guerre. Tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est des photos en noir et blanc de pigeons avec une caméra sur la poitrine et des photos aériennes généralement mal cadrées avec parfois un bout d'aile dans l'objectif. Pour ceux que ça l'intéresse d'avoir ça, je vais mettre de ces photos-là sur notre Instagram. C'est vraiment fascinant à voir les types de photos qui ont été pris par ces fameux pigeons photographes. Oui, je rêve d'en voir plus. Donc, c'est ce qui conclut l'histoire des pigeons photographes. Des pigeons voyageurs. Et des pigeons voyageurs, ne bien entendu. Ne les oublions pas quand même. Nos amis les pigeons en général pour aujourd'hui. J'aimerais maintenant entendre parler un peu plus de ton sujet, Hélène. Oui, William, toi puis moi, on habite officiellement ensemble depuis quelques mois, hein, t'es d'accord? Parce que je t'ai pas kidnappé, rien, là. C'est de mon propre accord, oui. Parfait, de ton plein gré. Puis on a changé, en fait, pour plus grand, entre autres à cause des joies du télétravail. Hein? On s'entend les deux, on travaille de la maison. Puis, je t'ai rendu un petit peu tannée de faire mes appels Teams avec mon équipe dans la section salle de lavage de ton ancienne cuisine. Parce que c'était ton appartement. Pas idéal. Oui, c'est ça. Puis bon, on va pas repartir le débat, mais t'habitais quand même dans un petit 3,5 ou un grand 2,5? Petit 3,5. Non, c'était un grand 2,5. Bref, c'est pas grave. Il y a pas juste la taille de notre appart actuel, en fait, qui a changé par rapport à l'appartement précédent. Comprends-tu un peu ce que je veux dire? Oui, notre appartement est vraiment fait sur le long. Ouais, effectivement, c'est vrai. Il y a beaucoup de différences, en fait, entre notre ancien appart et notre nouvel appart. Là. Déjà, je travaille dans un bureau et pas sur le divan. Dans lequel on enregistre actuellement, d'ailleurs. Effectivement, mon dos nous remercie d'avoir pris cette décision-là, même si ça nous coûte 2 fois le prix. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En fait, moi, je parle de notre boîte aux lettres. Parce qu'avant, notre boîte aux lettres, elle était à l'extérieur de notre appart, hein, tu t'en rappelles? Maintenant, elle est rendue à l'intérieur de notre immeuble, dans l'entrée, en fait. Fait qu'elle est rendue aussi accessible, j'ai l'impression, qu'une PS5. Ah non, beaucoup plus accessible qu'une PS5. Ouais, t'as raison, là, j'exagère quand même, là. On a une entrée assez fenestrée. Fait que, c'est n'importe qui passe devant notre bloc peut confirmer l'existence de notre boîte aux lettres. J'en dirais peut-être pas autant de la PS5, parce que moi, j'en ai jamais vu en vrai, fait que si ça se trouve, c'est juste un mythe. Juste d'un film. Exactement. Mais bon, trêve de plaisanterie, là, je vais probablement pas t'apprendre comment fonctionne la vie aujourd'hui, mais habituellement, ton courrier, il apparaît pas comme par magie, là, dans la boîte aux lettres.
ben il y a quelqu'un qui vient te le porter. Oui. C'est qui? Le facteur. Oui, c'est le facteur, évidemment. Disclaimer à nos auditeurs d'emblée, le masculin sera utilisé pour alléger votre écoute parce que dire tout le temps facteur, factrice, ça risque d'être long. Donc, je vais utiliser le masculin, mais j'en profite quand même pour saluer le travail fabuleux des factrices. On ne vous oublie pas. Donc, règle générale, le facteur, il habite pas le même immeuble que toi, hein. Quoique, bon, on connaît pas tellement nos voisins, là. Ça se pourrait, peut-être que nos voisins sont facteurs. Ça se pourrait, et peut-être que c'est eux qui viennent nous porter notre courrier. Mais prenons comme hypothèse qu'ils ne le sont pas, parce qu'il y a quand même plus de probabilités qu'ils ne le soient pas qu'ils le soient. Donc, prenons pour hypothèse que nos voisins ne sont pas nos facteurs, parce que c'est quand même plus probable ça que l'inverse. Beaucoup plus. Ben, comment ils font, les facteurs, pour rentrer dans notre immeuble, ou dans un immeuble à logement comme le nôtre, étant donné qu'on a 2 clés, hein? On a une clé pour rentrer dans l'immeuble et une clé pour rentrer dans notre appartement. Oui, que tout immeuble a une clé différente, en fait, là. C'est pas... On n'a pas une clé... Exactement. Exacte. Bon, je me doute évidemment de la réponse, là. J'imagine que toi aussi et certaines autres personnes aussi, mais j'avais quand même besoin de comprendre comment ça fonctionnait, parce que, ben, c'est ça aussi, hein, une petite obsession. Mm-hmm. Et tu seras content d'apprendre, et nos auditeurs aussi, j'imagine, que ben, cette fois-ci, je prendrai pas 1584 détours pour répondre à la question comme je l'ai fait avec l'épisode 1 sur le prince Philippe. Lucky you. En fait, la réponse, elle tient en 3 lettres. PTT. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça signifie? Petit tracteur tricycle. Non, ça marche même pas, c'est même pas un adjectif. Attends, je vais en trouver un. Petit tracteur tactile, voilà. Non, PTT, en fait, c'est un type de clé qu'on dit passe-partout, mais ça ne vient pas de passe-partout. Avant de te dire d'où ça vient, je veux juste expliquer qu'une clé passe-partout, dans le fond, c'est une clé maîtresse qui permet au facteur, par exemple, d'ouvrir toutes les serrures qui sont munies d'une ouverture à cylindre. Donc, PTT, c'est pour poste, télégraphe, téléphone. C'est l'administration française qui est à l'origine de cette norme. Et oui, encore une fois, on s'est inspiré du concept de nos cousins. Par contre, aujourd'hui, que ce soit en France, au Québec ou ailleurs, de manière générale, les services postaux et les services de télécommunications sont divisés en différentes institutions publiques. Hein. On a Poste Canada qui s'occupe juste de la poste, on a par exemple le CRTC qui s'occupe de l'audiovisuel, tout ça. Mais l'acronyme est quand même resté dans la culture populaire parce que ben, c'est bien plus facile à dire PTT que clé maîtresse de Poste Canada ou peu importe. Comme dire Yule au lieu de Aéroport International Montréal-Trudeau. Exactement. On vous invite à écouter l'épisode 2 pour tout comprendre d'où vient ce sigle. Donc, le but, évidemment, de ces clés passe-partout, maîtresse, appelle ça comme tu veux, ben c'était de simplifier l'accès à ces zones semi-privées, hein, les entrées d'immeubles qui sont justement partagées entre plusieurs logements, mais aussi, évidemment, ben, la distribution du courrier en uniformisant le tout avec une clé maîtresse. Mais on s'entend que ce serait ben trop facile si c'était une seule clé magique qui ouvrait toutes les portes de l'univers, même celle de Narnia, hein. Ce serait inquiétant aussi, mais ça, ben, j'y reviendrai plus tard. En fait, la même clé de base, donc la clé passe-partout, elle a été déclinée en 21 versions. Fait qu'il y en a une pour les boîtes aux lettres, il y en a une pour les entrées d'immeubles, il y en a une pour les cages d'escalier. Je vais pas faire les 21 parce que sinon, ça va être longtemps, puis c'est pas intéressant. Chaque clé, évidemment, possède son propre taillage dans le coche, hein? Donc la clé, par exemple, de l'immeuble, c'est pas la même que la clé pour la boîte aux lettres. Il y a des petites différences dans les encoches. Oui. On espère évidemment qu'elles sont facilement identifiables parce que moi, personnellement, j'ai parfois de la misère à me rappeler quelle clé ouvre l'immeuble et quelle clé ouvre l'appartement, et elles sont complètement différentes. Je n'ose même pas imaginer si j'en avais 21. Ils doivent être marqués, ils doivent mettre un petit collant, peut-être. Oui, en fait, il y a des codes du genre T10, F4, etc., Voilà. etc. Sinon, peut-être qu'il y en a qui ont des codes couleurs ou quelque chose comme ça. Évidemment, c'est pas les mêmes clés que celles que ton proprio te remet à la signature du bail, là. Sinon, qu'on aille tous se faire des doubles puis on va pouvoir la régler, cette foutue crise immobilière, hein, tout le monde pourra aller partout. En fait, le secret, il est dans les serrures et non dans les clés comme telles. Ces serrures-là, on les appelle aussi des cylindres. Puis contrairement aux serrures traditionnelles, les serrures à cylindres ou de blocs appartements, de boîtes aux lettres par exemple, elles contiennent 2 mécanismes. Devine quoi? C'est des cylindres. Hein? C'est pour ça qu'on lui donne ce nom-là. On suit la logique. Oui. Et donc, ces serrures avec 2 mécanismes, ils ont été fabriqués pour que 2 clés différentes puissent l'ouvrir.
la tienne et celle de ton facteur, par exemple. OK, donc chaque cylindre, en fait. Exactement. Il y a aussi des clés à 3 cylindres, par exemple, ou plus. Donc, il y a plus de clés qui permettent de les ouvrir. Ce qui veut dire que ton appartement, c'est une serrure traditionnelle à un cylindre ou un mécanisme. Il y a juste une clé qui peut l'ouvrir. Ben, il y en a plusieurs si tu fais faire des doubles, mais... Oui, on se comprend. Il n'y a pas plusieurs clés encochées différemment qui peuvent l'ouvrir. Versus la porte de l'immeuble, par exemple, ben là, il y a 2 mécanismes. Donc, là, je dis ton facteur, il y a ce trousseau de clés, mais il y a aussi les distributeurs de dépliants et de publisacs, de même que les services d'urgence, comme les pompiers ou les ambulanciers, par exemple, qui ont un trousseau complet pour, évidemment, des questions de distribution de courrier, publisacs, etc., mais évidemment aussi d'intervention si, par exemple, tu fais un malaise, je sais pas, dans l'entrée de ton immeuble, ben au moins ils peuvent venir te récupérer. Oui, parce qu'on s'entend, ton facteur a peut-être pas son cours de premiers soins, hein? Oui, c'est ça. Après, si tu fais un malaise dans ton appartement, ça, c'est une autre affaire. Ils vont défoncer ta porte, ils ont pas la clé pour ça. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est parfaitement légal et même très facile de posséder une clé passe-partout, même si t'es pas facteur. Il y a pas de, comme, carte spéciale privilège ou quelque chose. C'est sur Amazon, là. Ben, t'as juste à taper sur Google, tu peux trouver un serrurier, tu peux aller sur Amazon. Bref, le tour, il est joué en 2 temps, 3 mouvements. Vraiment. Puis j'avoue que je trouve ça un peu inquiétant de savoir que n'importe qui pourrait avoir ce Saint Graal, là, si tu me prêtes l'expression, en sa possession. Bon, je dis que je m'inquiète, là, mais à part les rabais Yves Rocher au nom de l'ancienne locataire puis les demandes de dons de OSBL, c'est vrai que notre boîte aux lettres, elle a pas grand-chose à cacher en ce moment. Ouais, non, on est quand même... on reçoit pas trop de courrier, là. On n'est non, pas Harry Potter, ça. là. Ben, surtout que moi, par exemple, je fais encore livrer du courrier chez mes parents ou bon, des choses comme ça. Mais, tu sais, pour d'autres trucs un petit peu plus personnels, mettons les lettres de mon amant, là, je sais pas. C'est pour ça que c'est juste toi qui as la clé de la boîte aux lettres. Exactement. Non, Ok. c'est pas vrai, je rigole, j'ai pas d'amant. Mais c'est ça, si t'as des choses un peu plus personnelles, ben, gare à toi parce que quelqu'un pourrait ouvrir ta boîte aux lettres. Donc, ça m'a quand même permis de m'intéresser justement au phénomène des facteurs voleurs, ce questionnement-là et cette inquiétude-là, parce que oui, c'est un phénomène à en croire tout ce que j'ai lu sur les internets. En fait, ils volent pas juste les échantillons de parfums dans les magazines féminins. Anyways, qui se fait encore livrer des magazines féminins? Je pense que maintenant, ça fait plus polluer les boîtes courriel des gens, là. Oui, c'est ça. Donc, pour le plaisir de tes oreilles, j'ai envie de te conter quelques histoires justement de vol de courrier, colis, etc. Toujours intéressant, les histoires de criminels. Donc, en 2005, il y a un facteur à l'emploi de Post Canada qui s'appelle Eric Bailey qui a décidé de distribuer uniquement le courrier des personnes résidant au rez-de-chaussée, sans penser évidemment à celles qui habitent aux étages Mais supérieurs. c'est loin en haut, là. Ben, c'est ça. On va savoir pourquoi. Est-ce que c'est une question de paresse ou c'est juste parce qu'ils aimaient vraiment pas les personnes qui habitaient aux étages supérieurs? Peut-être que chez eux, dans le fond, ses voisins étaient tellement gossants, faisaient tellement de bruit au plafond qu'il a dit « Toutes les personnes au-dessus qui mangent la chenoute! » Ouais, je sais pas, mais tout ça pour dire qu'il avait quand même accumulé pas moins de 120 000 lettres et colis chez lui à Montréal, mais aussi à son chalet de Saint-Félix-de-Valois parce que ça rentrait pas dans son logement. Mais c'est sûr, 120 000... Post Canada, ben, il avait reçu des dizaines de plaintes de citoyens qui recevaient plus leur courrier depuis un certain temps, hein? Donc ils ont investigué. Puis, ben, évidemment, la première place où ils ont investigué, c'est pas mal le facteur qui délivre cette zone-là, parce que... C'est assez simple à résoudre, hein? C'est bizarre, hein? C'est tous des citoyens dans la même zone de livraison. Bravo, mon Eric. Donc, évidemment, les lettres ont fini par être remises à leur destinataire après qu'on ait découvert le poteau rose. Eric a aussi été congédié et condamné à 18 mois de prison. Mais ça aurait pu être pire, parce qu'au Canada, le vol et l'ouverture de courrier qui ne nous est pas destiné est non seulement illégal, mais en plus, ça peut entraîner une peine de prison allant jusqu'à la perpétuité. Donc 25 ans. Ben, ça remet les choses en perspective quand même, parce que je veux dire, je veux pas faire peur à mes parents, là, mais ils m'ont déjà avoué qu'ils avaient ouvert de mon courrier par erreur. Vous inquiétez pas, là, je vous dénoncerai pas, mais... Quoique, j'ai une tête de C'est déjà faire. fait, là. La police va débarquer. Non, mais c'est parfait, je porterai pas plainte. Donc, faire attention, si tu comptes ouvrir le courrier de quelqu'un, cette personne pourrait vouloir se venger en t'envoyant derrière les barreaux. Il y a une histoire semblable qui s'est produite près de Valenciennes, en France, où entre 2012 et 2014, il y a un facteur qui gardait le courrier au lieu de le distribuer. Puis là, ben c'est pas juste une question de paresse, là, c'est aussi parce qu'il souhaitait mettre la main sur des objets de valeur. Hein, c'est quand même le principe d'un vol. Mais il volait pas les chèques pour éviter justement d'être identifié au moment d'aller les déposer. Quand même un peu plus brillant que notre autre voleur de lettres, là. Quand même pas fou, le gars.
Mais il a réussi à récolter juste 1 millier d'enveloppes à peu près en 2 ans, ce qui est pas énorme, je trouve. 120 fois moins que l'autre, là. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les Québécois sont plus susceptibles que les Français d'envoyer une carte postale de leur dernier voyage dans le Sud à leur famille ou, tu sais, des petites babioles? Je sais pas, peut-être. Mais le fait est que notre cher ami facteur a quand même écopé de 6 mois de prison. Donc, pour 1000 lettres versus l'autre 120 000 lettres avec 18 mois de prison. Je sais pas qui est vraiment gagnant, mais je vous laisse là-dessus. 2 ans plus tard, toujours en France, un jeune facteur de 18 ans qui était à l'emploi depuis une semaine. Ça commence bien. Ça commence bien. Je sais que ça va aller dans une bonne direction, Oui. cette histoire-là. A ouvert 400 lettres dans le but, lui aussi, de trouver des objets de valeur avant de les brûler ou de s'en débarrasser dans le lac Léman, donc vers la Haute-Savoie. J'imagine qu'il habitait dans ce coin-là, là. Il est pas si brillant que ça, là. J'imagine aussi, là, je veux dire, il y a 18 ans, il a un emploi depuis une semaine, je pense pas qu'il avait déjà l'argent pour se payer une auto. Puis il avait peut-être même pas son permis de conduire. Mais Pour bref. aller livrer ses lettres, j'espère. Ah, peut-être pas, des facteurs à pied, ça existe. J'avoue. Puis surtout dans ce coin-là, tu sais, c'est des villages vraiment. Fait que d'après moi, en tout cas. En trottinette. Moi, c'est ça, en trottinette électrique. Malheureusement pour lui, il y a beaucoup de ces enveloppes qui contenaient des avis d'imposition, hein, fait que c'est pas très intéressant. Mais surtout, il y a un policier qui était en civil et qui a tout vu. Donc, il a été intercepté. Le policier a réussi à sauver environ 80 lettres sur les 400. Et la peine, ben, une amende de 45 000 € et 3 ans de prison. J'imagine qu'il n'a pas trouvé 45 000 dans ses enveloppes, fait que pas très gagnant, le jeune homme. Non, évidemment. Une autre histoire. Devine où est-ce que ça s'est passé. À Berthierville. Non, c'est Damn it. encore en France. Ah ben oui. Troisième histoire en France, dans la Drôme cette fois. Le facteur en question, ben il y avait un stratagème pas mal plus élaboré que les autres, je trouve. En fait, il palpait les enveloppes qu'il devait distribuer, puis il gardait celles qui contenaient des cartes bancaires. Je dois spécifier ici que en France, les cartes bancaires, elles sont activées à l'aide d'un code de sécurité, évidemment comme ici, mais la seule chose, c'est que c'est pas toi qui appelles Desjardins ou peu importe là, pour dire que tu gardes le même code ou t'as pas à retaper le même code. En fait, c'est la banque qui t'envoie un code, mais dans une lettre séparée pour des raisons évidentes de sécurité. Et ben notre bon ami le facteur, évidemment, il le sait, il habite en France. Donc il prend les 2 lettres destinées à la personne. Exactement. En fait. Une fois qu'il a tenté les enveloppes puis qu'il a récupéré les cartes, il savait à quelle adresse c'était destiné. Donc, il attendait le courrier des prochains jours pour trouver justement les codes et les activer. Donc, les codes qui arrivaient généralement quelques jours plus tard. Heureusement, dans le quartier où il travaillait, ben, il y a 2 personnes seulement qui ont reçu une nouvelle carte bancaire dans le laps de temps où il a mis son plan à exécution. Donc, pas trop de victimes. Mais mine de rien, il a quand même réussi à voler 13 500 €. Quand même. Dont 13 000 à une dame de 82 ans. Ok, fait qu'il a volé principalement à une seule personne. Oui, mais attends. Les autres 500, ils ont été volés à un jeune de 15 ans qui serait apparemment Asperger. Fait que, tu sais, il ciblait ses victimes pour des personnes vulnérables, vraiment. Ce qui me donne envie vraiment qu'il y ait une peine importante, là. Parce que tu sais, quand tu te fais taxer par ton facteur, moi je me demande où est-ce qu'il s'en va le monde, là, sérieusement. C'est triste. Ouais. Puis, ben évidemment, pour éviter tous les soupçons, il faisait des virements entre les comptes de la dame de 82 ans puis le jeune homme de 15 ans. Fait que, tu sais, lui, il se disait, s'ils me pognent, ils vont croire que c'est juste mamie qui fait un petit cadeau à une son autre ado. Jeune qu'on ne connaît pas. Non, mais ou à son petit-fils ou quelque chose comme ça. Mais t'inquiète pas, parce que il a reçu une sentence de 18 mois de prison et il pourra pas occuper la fonction reliée à l'argent, y compris facteur, pour une durée de 5 ans minimum et il devrait évidemment rembourser ses victimes. Donc, je suis quand même contente pour ce jeune de 15 ans et cette mamie de 82 ans. Le Genghis Khan de l'enveloppe. Exactement. Là, je recule un petit peu dans le temps. Je reviens au Québec aussi, en 2018, pour une histoire légèrement différente des autres. Puis ça, c'est plus plus mignon, léger. mais ouais, c'est ça. C'est moins grave, disons. J'aime ça. Tu finis toujours sur une bonne petite touche. Non, c'est pas la dernière, c'est ben l'avant-dernière. Il y a un facteur qui a non pas volé du courrier, mais plutôt des tomates et des fraises dans le potager de ses clients. Puis là, ben évidemment, la résidente qui se faisait voler ses tomates et ses fraises, elle a installé une caméra pour comprendre ce qui se passait, parce que elle, au départ, elle se dit « Ok, c'est clairement des écureuils qui me volent, ça se peut pas. »
Mais non, sa surprise quand elle a vu que c'était son facteur qui lui volait. Ça donne faim, livrer des lettres, là. Oui, ben elle a découvert évidemment la supercherie, puis ben j'imagine qu'elle en a ri parce qu'elle a même pas demandé à ce que le facteur soit renvoyé, mais évidemment elle a fait savoir à Post Canada que c'est un petit peu impoli, disons, de voler ses clients comme ça. Puis Post Canada, ben, a présenté ses excuses et a donné des tomates en guise de réconciliation. Mais là, ma question, c'est pourquoi on donne juste des tomates s'il a volé aussi des fraises? C'était peut-être pas la saison. Peut-être. Mais reste que je trouve ça... Tu sais, il aurait pu faire un effort, là, quand même, là. Ils vont chercher des fraises ailleurs, je sais pas. Bref. Dernière histoire. Tu te rappelles quand je t'ai dit que c'était parfaitement légal de posséder une clé passe-partout, même si on n'est pas facteur? Oui. Ben, en novembre 2020, en France, évidemment, hein, parce que c'est pratiquement tout le temps en France, à Toulouse même, pour être plus précise, il y a un homme qui a réussi à se procurer ce type de clé, puis qui a été filmé en train d'ouvrir les boîtes aux lettres des résidents pour y prendre tout ce qu'il pouvait. Il a évidemment été interpellé par les autorités, vu qu'il a été filmé. Et malheureusement, les internets ne m'ont pas dit de quelle sentence il a écopé, mais il reste qu'il a été interpellé. Morale des histoires, t'as plus de chances de te faire voler par ton facteur s'il est français. Gens du plateau, nous vous aurons avertis. Mais tu me connais, Will, je pouvais pas m'arrêter à te raconter juste des histoires. Je me suis investie d'une mission peu banale, trouver une solution à ce fléau des facteurs voleurs et ou voleurs de courrier tout court. Toujours là pour aider les gens. Oui, parce que rien qu'en 2020, il y a quand même un Canadien sur 3 qui s'est fait voler un colis. Fait que je me suis penchée sur l'efficacité d'un dispositif de sécurité qu'on oublie tous. Et là, je parle pas des caméras. J'ai nommé le chien. Le petit péto. Oui. Cette fois-ci, c'est moi qui ai ouvert un document Excel pour faire des calculs improbables. Je te le laisse pour ce fois-là. Ben, en même temps, c'est pas vraiment des calculs improbables parce que c'était juste des règles de 3, là. J'ai beau avoir fait mes maths au cégep, on s'entend que tu me montres une matrice, puis j'ai l'impression que j'ai plus de chances de faire une syncope que de résoudre l'équation, là. Je suis désolée, Marc-André, c'était mon prof d'algèbre linéaire. Mais bref, on connaît tous cette histoire du facteur qui se fait mordre par un chien. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Y a-tu des statistiques là-dessus? Fait qu'on va commencer par relever quelques chiffres. Léger détour, là, question de mettre la table pour le reste. D'après la très fiable source Wikipédia, il y aurait 25 000 facteurs au Canada. Là, je t'entends me dire, ben là, Hélène, Wikipédia, franchement, t'aurais pu trouver mieux quand même. Excuse-moi, t'as utilisé WikiHow, là, tantôt. Puis, surtout, sur son site, Post Canada dit avoir 64 000 employés, mais ça inclut les facteurs, les employés de bureau et Sylvie la cantinière. Tu comprends donc que j'avais pas moyen de savoir combien de ces 64 000 individus livrent notre courrier. Puis, on s'entend, là, c'est pas de ma faute si Post Canada met tous ses œufs dans le même panier. Ou ces enveloppes, là, mettons, qui passent à la poule aux œufs d'or. T'as caché-tu, enveloppe. Ouais, c'est bon. Post Canada, poule aux œufs d'or. Puis de toute façon, sinon, Wikipédia, c'est beaucoup plus fiable qu'avant. Enfin, je te le donne. Plus que Wiki. Ah ouais? Ok. Bref, si ça te console, par contre, Post Canada ne peut pas me dire combien ils ont de facteurs, mais ils sont capables d'estimer qu'il y a un chien dans 40% des quelques 15 millions de foyers qu'ils desservent. Ça a se demander si leurs analystes sont timbrés. Timbrés, Post Canada. Eh là là! T'as pogné-tu? Malheureusement, oui. Ok, j'arrête les jeux de mots, là. On reprend. On a 25 000 facteurs au Canada qui desservent environ 15 millions de résidences. Sur ces 15 millions de résidences, 40% auraient un chien, soit 6 millions. C'est bon. Si je fais mes règles de 3, là. C'est là que ça devient intéressant. Parce que mettons que tous ces chiens sont agressifs et mordent leurs facteurs, ça nous donne quand même 10 000 facteurs mordus. Ça en fait en sapristi de la morsure. Ou du moins 10 000 morsures. Mais Post Canada, dans son élan de générosité, a dévoilé qu'environ 500 facteurs canadiens se faisaient mordre par un chien par année. C'est quand même 500 versus 10 000. Oui, c'est ça. Il y a des chiens bien dressés. C'est ça. Ils disent pas combien ils ont de facteurs à l'emploi, mais pour les incidents, pas de problème, on fait preuve de transparence. Donc, disons que je reprends mon 25 000 facteurs trouvés sur Wikipédia. S'il y en a 500 qui se font mordre par année, ça fait 2%. Ça va. Oui, mais c'est quand même beaucoup. Ouais, quand tu repenses 2%, c'est quand même assez élevé. Ouais. Puis là, ben, parce qu'on est Québécois puis qu'on n'aime pas être comptabilisé avec le reste du Canada, hein, ben, je me suis posé la question à savoir si ce chiffre était plus élevé ou moins élevé au Québec. Parce que oui, contre toute attente, j'ai trouvé les chiffres pour notre belle province sur des sources fiables, cette fois. Donc, selon l'Institut de la statistique du Québec, hein, je t'avais dit, des sources fiables, c'est beaucoup mieux. On compterait 6 700 facteurs dans la province. Évidemment, là, c'est un chiffre arrondi, mais ça fait mon affaire. Puis pour Post Canada, ils auraient répertorié 67 attaques de chiens par année au Québec. Ce qui nous donne 1%. Un petit peu moins. C'est donc dire que les facteurs québécois sont
non seulement moins voleurs que les Français, d'après mes histoires, mais en plus, ils sont moins susceptibles de se faire mordre par un chien que la moyenne de l'ensemble du Canada. Coincidence? I think not. Maintenant, je me demande surtout si ce pourcentage est plus élevé à Terre-Neuve et Labrador, si tu vois ce que je veux dire. T'avais dit que t'arrêtais tes jeux de mots. Oui, je sais, j'avais dit que j'arrêtais mes jeux de mots poche, mais la vérité, c'est que j'arrêterai jamais. Tout ça pour dire qu'un chien, ben c'est peut-être pas le système de surveillance le plus efficace, puisque je rappelle qu'un Canadien sur 3 s'est fait voler un colis au cours de la dernière année. Pas tous par des facteurs, là, évidemment. Mais je suis pas sûre que ton dernier bidule Amazon vaut réellement un passage aux petites créances, très franchement. On est peut-être plutôt mieux de rester avec des méthodes plus traditionnelles, du genre demander une signature à la livraison, faire livrer nos colis au travail, ou suivre notre paquet et demander à notre voisin de le récupérer. Hein. Ça coûterait moins cher et c'est certainement moins salissant qu'une morsure de chien. Ouais, ben c'est sûr que si ta seule raison d'avoir un chien, c'est ça, peut-être pas la bonne raison. Mais merci quand même, Hélène, de toutes ces bonnes informations sur les facteurs et dans le fond, comment on pourrait peut-être un peu éviter de se faire voler. Hein. Oui, puis aussi, Post Canada, ils ont dévoilé ces chiffres, entre autres, parce qu'ils ont fait une campagne « Prenez soin de vos facteurs », là, entre guillemets. C'était pas exactement ça le titre de la campagne, mais dans le but de dire « Faites attention, parce que il y en a quand même beaucoup là, qui sont en mode 500, c'est quand même beaucoup, même si c'est juste un maigre pourcentage. Donc, on vous invite à avoir une belle relation avec vos facteurs, parce que c'est quand même, justement, des services essentiels. Là. On le réalise de plus en plus avec la pandémie, mais aussi tout le commerce électronique. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre épisode 3 de Petites Obsessions. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok, Instagram et Facebook pour toujours plus de contenu qui joignent le futile à l'agréable. Ainsi que, bien entendu, sur Spotify, Apple Music ou toutes les places possibles, ou presque, pour les podcasts. Donc, suivez-nous pour d'autres prochaines petites obsessions. À la prochaine! Bye bye!